Merci, chers messieurs les présidents, Jacques, вам chers amis, слово. je suis extrêmement honoré et heureux de me Спасибо retrouver большое. Я en очень рад, Russie, и для меня pays это большая tout честь à fait оказаться в fascinant России qui a и докладывать на donné à таком l'humanité tant de конгрессе. grands savants dans tant de Ведь domaines. Россия дала Et столько donc je ученых vais миру во всех commencer en областях. disant nil nove soupçonné. Я хочу Rassurez-vous, je ne vais pas continuer mon exposé en latin, mais je vais vous parler d'un cancer, qui est le cancer du sein, et qui finalement est le premier cancer à avoir bénéficié des thérapeutiques ciblées. Alors, je vais rappeler donc le problème du cancer du sein, qui est donc un cancer qui est une calamité mondiale, puisqu'il touche à peu près 1,7 million personnes par an dans le monde. Il représente près de 12% de tous les cancers, responsable de plus de 500 000 morts, et c'est 30% des nouveaux cancers chez la femme dans les pays développés, 14% dans les pays en voie de développement. En France, nous avons 90 nouveaux cas pour 100 000 habitants par an. Et dans les pays émergents comme l'Est africain, il est en concurrence avec le cancer du col de l'utérus, et il représente à peu près 30 nouveaux cas pour 100 000 habitants, mais la mortalité est pratiquement aussi élevée que celle dans les pays développés parce que leur prise en charge dans ces pays-là est de moins bonne qualité, malheureusement. Alors, quelques mots pour les non-médecins, c'est que le cancer du sein est un cancer qui dépend essentiellement des hormones. Le cancer du sein, donc, le sein est une glande tubulo-alvéolaire, c'est-à-dire qu'il produit le lait qui ensuite va conduire le lait vers le mamelon. Ces sécrétions de lait sont conditionnées par la voie génitale, vous le savez tous. Au moment de la puberté, les seins se développent. Au moment de la grossesse, le lait apparaît. Et donc, il y a une modulation hormonale connue depuis bien longtemps. Connue depuis bien longtemps, en effet, parce que si on remonte aux auteurs anciens, on avait remarqué que les cancers du sein survenaient dans des situations gynécologiques particulières. Paracels, au XVe siècle, disait que si les femmes avaient des cancers du sein, c'est parce qu'elles n'allaitaient pas. Donc on voyait bien le rapport entre une vie génitale et l'apparition d'un cancer. On a constaté aussi que les religieuses sans enfants avaient beaucoup plus de cancers du sein que les autres, qu'il y avait aussi un rapport entre la ménopause et la survenue de cancer du sein. Donc cette hormonodépendance dans la survenue des cancers du sein est connue depuis très longtemps et finalement garde toujours un impact important puisqu'on le verra dans les traitements adjuvants de la chirurgie reposent très souvent sur des manipulations, des traitements hormonaux. Alors, les premiers résultats d'une action hormonale sur les cancers du sein remontent à la fin du XIXe siècle, après quelques observations vétérinaires, en voyant chez les animaux des diminutions de cancer du sein, de régression de cancer du sein, puisque les animaux aussi font des cancers du sein. Bitson, un chirurgien anglais, rapportait 2 cas de régression, de métastase de cancer du sein après une ovariectomie, après une castration. Petit à petit, donc, l'idée de supprimer les ovaires chez les femmes a pris de l'importance. Cette idée s'est répandue devant ses échecs, car ça ne marchait pas toujours. On a fait une escalade thérapeutique, on a détruit une partie de l'hypophyse qui règle en particulier la sécrétion ovarienne. On a détruit aussi les surrénales. Et puis, ceci, c'était dans les années 1950. Et puis, en 1970, aux environs de 1970, sont apparus des anti-estrogènes. Parce que les estrogènes, ce sont eux qui stimulent la prolifération mammaire. Et on avait déjà joué avec des médicaments en donnant des antagonistes, des opposés des estrogènes, en donnant des hormones mâles ou de la progestérone. Et puis, on savait donc que dans 30% des cas, des formes métastatiques, on avait des régressions transitoires avec une manipulation hormonale. Et on savait aussi qu'après un cancer du sein, chez la femme jeune, si on faisait une ovariectomie, une castration,
on améliorait Когда женщины la survie прооперировали à long от рака terme. груди, Alors, il y a eu еще и оперировались aussi une révolution dans les années яичников, 70, et то c'est это là où on очень aborde сильно la notion de thérapie ciblée. повышало C'est-à-dire qu'on a выживаемость distingué и les вообще formes de cancer du улучшало sein состояние avec пациентов des и récepteurs продолжали hormonaux et делать. sans récepteurs И вот hormonaux. с Alors, je m'explique pour гормональными les récepteurs рецепторами hormonaux, и pour без les non-médecins, гормональных c'est-à-dire qu'à la рецепторов surface des cellules cancéreuses, à la ведется surface des cellules таргетная normales терапия. du sein, На il y a une expression поверхности нормальных structures, клеток de gènes, груди d'antigènes qui есть некие qui rendent la антигены. cellule sensible à И, l'action hormonale. собственно, Et donc, клетка начинает suivant быть que l'on чувствительной trouvait ou к non гормональному cette expression воздействию. à la surface И ou dans le вот, noyau de la cellule tumorale, eh bien, есть ли или нет on voyait s'il y avait ou non des есть récepteurs такая hormonaux. экспрессия Il y en или avait ее de deux нет types, на pour les поверхности estrogènes et le гормональной progestérone. клетки. Et on a constaté que Мы quand il y avait этим занимались, l'expression смотрели de ces экспрессию récepteurs hormonaux, eh bien, le taux de réponse à эстрогенов l'hormonothérapie, и le taux других d'activité de гормонов. l'hormonothérapie Мы passait dans ces смотрели, formes-là de что 30% à 70%. Donc, on voit d'emblée donc une thérapie 70% ciblée, sélection увеличивалось sur des données de biologie moléculaire, in fine, et activité thérapeutique liée à cette sélection. Alors, on a du coup, alors que dans les formes sans récepteurs hormonaux, eh bien, le taux de réponse à l'hormonothérapie n'était que 10%. Autre constatation très importante à la fin des années 70, c'est-à-dire qu'on a constaté que chez les femmes qui recevaient chez les femmes traitées pour cancer du sein sans métastase, localisées par chirurgie, radiothérapie, si on donnait ce qu'on appelle adjuvant, c'est-à-dire une médication au long cours, eh bien, on obtenait une nette amélioration de la survie, c'est-à-dire que le taux de rechute, le taux de décès était à peu près inférieur de 20% par rapport aux femmes qui ne recevaient pas cette action hormonale. En revanche, quand il n'y avait pas d'expression des récepteurs hormonaux, eh bien, il n'y avait pas d'activité de ces anti-estrogènes. Donc, c'est une sélection, c'est donc une première thérapie ciblée qui a été donc mise au point et un petit peu comme Monsieur Jourdain, le personnage de Molière que même les Russes, à mon avis, connaissent, c'est-à-dire que les cancérologues qui s'occupaient du sein faisaient de la thérapie ciblée sans le savoir, mais la faisaient. Autre cible aussi, c'est l'expression d'un antigène qui est HER2, qui est une substance qui médie en quelque sorte, qui est une médiation pour la prolifération tumorale. C'est-à-dire que si on inhibe cette structure, qui est aussi à la surface des cellules cancéreuses, eh bien, vous inhibez la croissance tumorale et donc vous inhibez le développement de cancer. Et là aussi, alors on a trouvé que lorsqu'il y avait expression de cet antigène, eh bien, vous aviez un moins bon pronostic, mais on a trouvé, alors ça, je crois que c'est la première thérapie ciblée en dehors de l'hormonothérapie, cette thérapie ciblée entraînait des régressions des métastases dans à peu près 50% des cas, à condition qu'il y ait expression de ce gène HER2 et en position adjuvante aussi, amélioration indiscutable des résultats. Malheureusement, cette expression HER2 ne s'observe que dans 20% des cas environ. Donc vous voyez que déjà, donc depuis plus de 20 ans à peu près, on utilise de façon courante des thérapies ciblées avec ces deux grandes cibles que sont les récepteurs hormonaux et HER2. Alors maintenant, donc d'autres substances ciblées sont en expérimentation, sont testées. L'anti-HER2 s'appelle Herceptine en langage commercial. En fait, c'est le trastuzumab. Il y a d'autres produits comme le pertuzumab qui vont aussi dans le même sens et qui vont aussi améliorer la survie et les réponses aux métastases, mais ce n'est pas encore rentré dans la pratique courante, comme le sont rentrées ces thérapies ciblées, que sont l'hormonothérapie et le trastuzumab. Alors, donc actuellement, en France et de façon routinière, eh bien,
il y a une évaluation et des récepteurs hormonaux et du statut HER de nœud, qui est donc décidé, et à partir de cette évaluation, qui est faite en même temps que la taille de la tumeur, son allure au microscope, etc. Il y a une décision qui est prise, et ça a bien fait du plan cancer, une décision qui est prise de façon pluridisciplinaire pour savoir si la malade, après son traitement ou même avant le traitement loco-régional, il fallait ou non mettre en route ces thérapies ciblées. Alors ces thérapies ciblées, on m'a demandé de parler de la compliance, comme on dit, c'est-à-dire est-ce que les malades suivent bien les traitements qui sont opposés. Alors, pour ce qui est, alors actuellement aussi, et j'empiète un peu sur le terrain de Jean-Yves Lay, c'est qu'il y a des tendances à cibler encore mieux les traitements, mais je laisserai la parole à Jean-Yves qui va développer ce point. Ce qui est important pour la surveillance de ces malades, et là je pense que des collaborations possibles entre la France et la Russie devraient se mettre en route, c'est la surveillance de ces patients, en particulier en effet secondaire. Car les traitements qui sont proposés en situation adjuvante sont de 5, voire même 10 ans. Est-ce que les malades suivent bien les traitements ou non? Alors, on a des consultations de surveillance qui sont faites de façon régulière, mais qui sont assez arbitraires. C'est-à-dire que on leur dit, vous revenez dans 6 mois, etc. Il y a une expérience très intéressante qui vient d'être publiée au sujet du cancer du poumon. Et c'est un de nos collègues français donc, qui a comparé des malades traités pour cancer du poumon et qui étaient suivis. Et il a fait deux comparaisons. Une comparaison classique, c'est-à-dire qu'on convoquait tous les 3 mois ou tous les 6 mois les gens avec des scanners pour dépister une récidive et un suivi non classique. C'est-à-dire un patient, comme on dit maintenant, un patient connecté avec sa petite tablette et qui va informer le praticien, qui est lui dans son centre anticancéreux, enfin dans sa structure de soins, et qui va l'informer quasiment tous les jours ou tous les 8 jours sur des symptômes assez simples, fièvre, douleur, malaise, etc. Et par ce suivi très simple, essentiellement clinique, finalement, on se rend compte que les résultats, quand le critère de jugement et le dépistage et le diagnostic de la récidive, on se rend compte que, outre que le fait que ce système est beaucoup plus économique que le scanner répété systématiquement, le système est beaucoup plus performant. Donc, vous avez dans l'hormonothérapie, alors pour les médecins, c'est assez simple, on ignore pratiquement ses effets secondaires, on voit la malade, oui, tout va bien, etc. Mais on ne lui demande pas tellement si elle a des bouffées de chaleur, des douleurs articulaires, des désordres sexuels, etc., Comme on a des consultations qui sont généralement extrêmement prolongées, la malade est ravie de dire que tout va bien, nous, praticiens aussi, et basta. Mais en fait, est-ce que le malade suit bien son traitement? Donc en fait, on pourrait imaginer un système de patients connectés avec des applications assez simples et qui permettraient, et je pense que ça peut être un champ d'étude entre nos deux pays, surtout pour la Russie, où le fait d'aller consulter un praticien spécialiste pose quand même des problèmes vu l'étendue des distances. Ça serait aussi très intéressant pour les structures de soins débordées par les consultations de surveillance de développer ces systèmes de télésurveillance qui semblent performants, très bien admis par les malades, tout au moins dans l'étude qui nous a été présentée, et qui méritent sûrement une étude prospective et qui pourrait être faite en collaboration avec nos deux pays. Alors pour les autres produits, la chimiothérapie, le problème, c'est pas celui de le fait qu'ils reçoivent ou non le traitement, parce que généralement c'est